La pluie martelait violemment les vitres du petit café, une averse incessante qui transformait le parking en une mare grise et scintillante. Anna essuyait la dernière table avec des gestes lents et exercés, ses bras frêles douloureux après une longue journée. Elle jeta un œil à l'horloge. Bientôt l'heure de fermer. Elle attrapa son imperméable juste au moment où un fracas métallique déchira le bruit de l'orage. Elle se figea. Un nouveau choc, puis le craquement écœurant du métal sur l'asphalte. Ses instincts prirent le dessus. Anna bondit dehors, la pluie trempant ses cheveux en quelques secondes. Ses baskets glissèrent sur le bitume mouillé tandis qu'elle contournait le coin vers la grande route. C'est là qu'elle le vit. Un homme gisait étendu sur la chaussée, du sang formant une flaque sous sa tête, ses membres tordus selon des angles anormaux. L'avant d'une berline sombre était froissé à quelques mètres, le pare-brise éclaté. Personne d'autre autour. « Monsieur, vous m'entendez » lança-t-elle en s'agenouillant près de lui. Aucune réponse. Sa poitrine se soulevait à peine, mais il vivait encore. Les mains tremblantes, Anna sortit son téléphone et composa le 112, la voix tendue d'urgence. Il y a eu un accident. Un homme s'est fait renverser. Il est inconscient. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. L'opératrice posa des questions, mais les yeux d'Anna restaient rivés sur le visage de l'homme. Du sang coulait de sa tempe. Sa respiration était faible. Je reste avec lui. Dépêchez-vous, murmura-t-elle avant de raccrocher. Elle arracha son tablier, le roula en boule et le pressa doucement contre la plaie à la tête. Elle n'avait jamais vu autant de sang. Son estomac se noua, mais elle ne détourna pas le regard. Quelques minutes plus tard, les sirènes hurlèrent au loin. Quand l'ambulance arriva, les secouristes accoururent, la repoussant doucement. « C'est vous qui avez appelé ?» « Oui, il était seul », répondit Anna en essuyant ses mains sur son pantalon trempé. Les secouristes travaillèrent vite, le stabilisant. Homme, fin de trentaine. Traumatismes importants, perte de sang massive, pas de papier, pas de famille sur place. « Vous le connaissez ?» demanda un autre à Anna. « Non. Mais je viens avec vous. J'étais la première sur place. Quelqu'un doit l'accompagner. Personne ne devrait traverser ça seul. » Un secouriste hésita, puis hocha la tête. « Montez. » Dans l'ambulance, Anna s'accrocha à la barre du brancard tandis qu'il filait à travers les rues. L'intérieur n'était que jargon médical, bibes de machines et bandages gorgés d'eau. L'un des secouristes jura à voix basse. « Il est au négatif, extrêmement rare, et on est à sec dans toutes les banques du coin en ce moment. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Anna en serrant la barre froide. « Ça veut dire que s'il perd encore du sang et qu'on n'a pas de donneur compatible tout de suite, on le perd. » Le secouriste croisa son regard. « Sauf si on trouve quelqu'un qui peut donner immédiatement. » L'esprit d'Anna s'emballa. « Je suis au négatif, dit-elle doucement. » Les deux hommes se tournèrent vers elle. « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui. J'ai donné une fois, il y a des années. » Ils échangèrent un regard. « Vous faites au moins 50 kilos. » Elle se mordit la lèvre. « Non, pas tout à fait. »« Alors on ne peut pas. »« Je me fiche des règles, » coupa Anna. « Je signe tout ce que vous voulez. »« Je prends le risque, s'il vous plaît. » L'un fronça les sourcils. « Mademoiselle, on ne peut pas vous mettre en danger. Il y a des règlements. »« J'ai déjà vu quelqu'un mourir parce que je n'avais pas aidé, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas recommencer. Pas quand je peux faire quelque chose, cette fois. » Ils hésitèrent. « S'il vous plaît, » souffla-t-elle. « Je ne demande rien. Je ne veux simplement pas qu'il meure. » Le secouriste finit par hocher la tête. « Il faudra en parler aux médecins des urgences, mais si vous signez une décharge et qu'on fait un test rapide, ils accepteront peut-être un petit volume. »« Merci, » murmura Anna, les yeux pleins de larmes. Quand ils franchirent l'entrée des urgences, Anna regarda l'homme inconscient à côté d'elle. Son visage était calme, comme s'il ignorait à quel point il avait frôlé la mort. Elle prit sa main, froide et tachée de sang, et la serra doucement. « Tu n'es pas seul, » souffla-t-elle. « Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Les portes de l'ambulance s'ouvrirent brutalement, projecteurs, brancards, infirmières qui criaient des ordres, et Anna, trempée et grelottante, suivit l'homme qu'elle ne connaissait pas dans le chaos des urgences, prête à donner son sang à un inconnu parce que son cœur ne lui laissait pas le choix. Les murs blancs des urgences étaient plus froids que la pluie dehors.
Anna était assise sur un banc étroit, trempée jusqu'aux os, ses doigts fins tremblants sur le formulaire posé sur ses genoux. Les infirmières couraient, les machines bipaient, et derrière les portes battantes, l'homme qu'elle avait suivi depuis la route se battait pour sa vie. Un médecin finit par sortir, l'air tendu. « Vous avez dit au négatif ?» « Oui », répondit-elle aussitôt en se levant. « On a fait un test rapide. Vous êtes compatible. Mais je crains qu'on ne puisse pas autoriser le don. » « Quoi ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi ?» Il la regarda avec compassion. « Vous pesez seulement 44 kilos. C'est en dessous du minimum requis pour donner en toute sécurité. Je me fiche des règles, lâcha-t-elle, la voix plus forte. Prenez ce que vous pouvez. » Le ton du médecin resta calme mais ferme. « On ne peut pas vous mettre en danger. Votre corps risque de ne pas supporter la perte. Vous pourriez vous évanouir, faire un choc. Je préfère m'évanouir plutôt que regarder quelqu'un mourir. » Plusieurs têtes se tournèrent. Une infirmière s'arrêta net. Anna serra le poing. « Vous ne comprenez pas. Il faut que je le fasse. » Le médecin croisa les bras. « Pourquoi ? Vous ne le connaissez même pas. »« Parce que j'ai déjà vécu ça, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. Elle inspira difficilement. « Quand j'avais 18 ans, mon meilleur ami Liam a eu un accident de moto. Il avait besoin de sang en urgence. J'étais compatible, mais j'avais peur. Je détestais les aiguilles. J'ai paniqué. J'ai dit à l'infirmière que je ne pouvais pas, que je reviendrais le lendemain. Elle baissa les yeux, la voix brisée. Il n'a pas eu de lendemain. Il est mort cette nuit-là. » Un silence tomba. Anna essuya ses larmes, furieuse contre elle-même. « Depuis, je me demande tous les jours si mon sang aurait suffi. Si j'avais pu le sauver. Mais je n'ai rien fait. J'ai fui. » Elle releva la tête, le visage pâle mais déterminé. « Cette fois, je ne fuis pas. S'il vous plaît, docteur, laissez-moi faire. » Le médecin l'observa longuement, la tension de son front s'adoucissant. Dans de rares cas, avec consentement éclairé et sous surveillance médicale, on autorise un prélèvement partiel. Ce n'est ni idéal ni courant, mais c'est possible. « Oui », répondit-elle immédiatement. « Je signe tout. On devra surveiller vos constantes de très près, et on ne pourra prélever qu'une très petite quantité, juste de quoi le stabiliser. » Je comprends. L'infirmière s'avança avec un formulaire. Vous devrez signer une décharge volontaire. Elle indique que vous acceptez les risques liés au don en étant sous le poids minimum. Anna saisit le stylo sans hésiter. Sa signature trembla, mais tint bon. Quelques minutes plus tard, elle était allongée sur un lit, un garrot autour du bras. L'antiseptique brûla sa peau, mais elle ne broncha pas. L'infirmière planta l'aiguille. Elle ferma les yeux. Les images affluèrent, Liam riant sous le soleil d'été, le couloir d'hôpital, ses pieds figés qui refusaient d'avancer vers la salle de don, l'appel de sa mère le lendemain matin. Une larme coula sur sa joue tandis que son sang remplissait la poche. L'infirmière posa une main sur son épaule. « On est à la moitié. Vous êtes incroyable. » Anna hocha la tête, la respiration courte. Quand ce fut fini, on l'aida à s'allonger pour se reposer. Sa tête tournait, mais une paix étrange s'installa dans sa poitrine. De l'autre côté des urgences, son sang filait déjà vers la salle de trauma. 10 minutes plus tard, le médecin revint, le visage plus doux. « Il est stabilisé, dit-il. » Anna cligna des yeux. « Vous lui avez fait gagner du temps. Il était en train de partir. Cette poche a tout changé. » Elle déglutit difficilement. « Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais oui, il va s'en sortir. » Anna ferma les yeux, l'épuisement la submergeant. Le soulagement la réchauffa comme une couverture. Elle ne connaissait ni son nom, ni son histoire. Mais cette nuit-là, elle avait réécrit la sienne. Et cette fois, elle n'avait pas fui. La première chose que perçut Michael fut l'odeur stérile, antiseptique, plastique et un léger relent métallique. Puis la lourdeur dans sa poitrine, la douleur vive dans le flanc, la pression sourde autour de sa tête. Il ouvrit les yeux. Lumière blanche aveuglante, ventilateur au plafond qui tournait lentement, le bip régulier d'un moniteur cardiaque, et un souvenir flou, comme sous l'eau, une voix de femme, un visage, une main qui serrait la sienne tandis que l'ambulance hurlait dans la pluie. Elle était là,
murmura-t-il. Une infirmière leva la tête depuis le coin de la pièce. Monsieur Sterling, vous êtes réveillé. Sterling. C'était son nom. L'infirmière le confirma, mais il sonnait lointain, étranger. Michael tenta de se redresser, grimaça quand la douleur transperça ses côtes. Doucement, prévint-elle en actionnant la télécommande du lit. Vous êtes resté inconscient presque 3 jours. Hémorragie interne, clavicule fracturée, 2 côtes fêlées. Vous avez eu de la chance d'être en vie. Michael l'entendait à peine. Où est-elle? Qui? La fille de l'ambulance. Elle me tenait la main. L'infirmière hésita. Je n'étais pas là, monsieur, mais je peux demander au secouriste. Quelques heures plus tard, son assistant James arriva, celui qui portait toujours une cravate sombre et parlait par phrases courtes. Il semblait à la fois soulagé et tendu. Monsieur, Dieu merci vous êtes réveillé. J'ai prévenu votre famille. La sécurité est renforcée. Aucun journaliste ne sait que vous êtes ici. Michael balaya la remarque d'un geste. Tout ça n'a aucune importance. Je dois la retrouver. Elle, monsieur? La fille qui m'a sauvé. James cligna des yeux. On rassemble encore les informations sur l'accident. Vous avez été percuté par une voiture. Difficile de dire si c'était de l'imprudence ou intentionnel. Pas de papier sur vous, juste votre téléphone, détruit. Les secouristes ont dit qu'une civile vous a trouvé et est montée avec vous, mais elle est partie sans laisser son nom. Michael fronça les sourcils. Commencez par les vidéos de surveillance de l'hôpital. Entrée des urgences, quai ambulance. Trouvez-la. Oui, monsieur. Et James? Michael leva les yeux, la voix plus basse. Elle avait les cheveux bruns, une silhouette menue. Elle m'a regardé comme si j'étais juste un homme, pas un milliardaire, pas un Sterling, juste un homme qui avait besoin d'aide. James hocha la tête, plus solennel. On va la trouver. À la tombée de la nuit, une équipe passa au peigne fin les vidéos, croisa les visages, interrogea les secouristes. Pendant ce temps, Michael reposait. Si on pouvait appeler ça ainsi. Son corps lui faisait mal partout. Mais plus profonde que la douleur physique, il y avait autre chose. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti un contact aussi pur. Inconditionnel, urgent, sans peur. Cela le ramenait à un autre moment. Son petit frère, Evan, prisonnier d'une carcasse. Michael était arrivé trop tard. Personne ne s'était arrêté. Personne n'avait aidé. Ils avaient continué leur route. Michael avait construit des murs après ça. Entreprise, sécurité, fortune. Rien n'avait sauvé Evan. Rien n'avait comblé le vide. Mais elle s'était arrêtée. Elle était montée dans l'ambulance. Elle était restée. Trouvez-la, souffla-t-il encore dans le vide. Pas par obligation, mais parce que quelque chose avait bougé en lui dès l'instant où il avait ouvert les yeux et revu son visage. Pas le nom, pas la voix, juste sa présence. La fille qui ne l'avait pas laissé mourir. La clochette au-dessus de la porte du café tinta doucement quand Michael entra. L'air embaumait la cannelle et le bois ancien, avec le murmure des conversations et le sifflement des machines à expresso. Il détonnait immédiatement, costume anthracite taillé sur mesure, un bouquet de lys blanc dans une main, une grande enveloppe sous l'autre bras. Anna, qui essuyait une table près de la fenêtre, leva les yeux. Elle se figea. Il sourit doucement. Vous êtes bien Anna? Elle hocha lentement la tête, les yeux plissés de reconnaissance et d'incrédulité. Vous êtes l'homme de l'ambulance. Michael s'approcha, sans trop envahir son espace. J'espérais vous trouver. Ça m'a pris du temps. Elle regarda les fleurs et l'enveloppe avec méfiance. Pourquoi? Pour vous remercier, dit-il sincèrement. Pour ce que vous avez fait. Je ne connais même pas votre nom de famille, mais votre visage me hante chaque jour depuis. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire, répondit Anna en se redressant. Vous n'avez pas à me remercier. Il lui tendit le bouquet. Acceptez au moins ça. Elle hésita, puis prit les fleurs sans un mot. Il avança lentement l'enveloppe. Et ceci. Avant qu'il ait fini, elle recula. Non. Michael sia. Ce n'est qu'un geste? Non, répéta-t-elle, plus ferme. Je n'ai pas donné mon sang pour une récompense.
Je l'ai fait parce que vous alliez mourir. Sa main retomba. Mais vous m'avez sauvé la vie. Et cette vie, dit-elle doucement, ne doit pas recommencer en mettant un prix sur la bonté. Les mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Michael, qui avait négocié des contrats à plusieurs milliards, affronté des salles de conseil cyniques, avait bâti une vie où la gratitude s'exprimait souvent en chèques et primes. Il ne s'était jamais senti aussi petit. Je voulais simplement montrer ma reconnaissance, murmura-t-il. Vous êtes vivant, répondit Anna en pliant son chiffon. C'est assez. Il la regarda, incapable de parler. Elle ne flancha pas sous son regard. Je ne veux rien de vous, monsieur Sterling. Michael était abasourdi. Personne ne lui avait jamais dit non. Pas comme ça. Pas quand la somme dans l'enveloppe pouvait payer son loyer pendant 1 an. Elle se tourna légèrement, prête à reprendre son travail. Je suis désolé, dit-il enfin. Je ne voulais pas vous offenser. Anna jeta un œil par-dessus son épaule. Vous ne m'avez pas offensé. Vous m'avez juste rappelé que la plupart des gens pensent que la bonté doit se monnayer. Sur ce, elle passa derrière le comptoir, laissant Michael seul, fleurs acceptées, argent refusé. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, puis la glissa dans sa poche intérieure, intacte. En quittant le café, Michael Sterling comprit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'émerveillement. Pas face à la richesse ou au pouvoir, mais face à une personne qui n'exigeait ni l'un ni l'autre. Michael devint un habitué. D'abord juste pour un café, noir, sans sucre. Il s'installait dans le coin, loin de la foule, parfois l'ordinateur ouvert, parfois fermé, mais ses yeux dérivaient souvent vers Anna. La fille au sourire fatigué, aux gestes gracieux, à la présence discrète mais ancrée. Il n'apporta plus jamais de fleurs, ne reparla plus de l'enveloppe. À la place, ils parlèrent. D'abord de petites choses. Le temps, l'affluence du matin, la machine à expresso en panne. Puis un jour, Michael demanda « Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici ?» Anna s'essuya les mains sur un torchon, s'appuya au comptoir et haussa les épaules. « C'est un travail. Quand maman est tombée malade, j'ai dû arrêter la fac. Je voulais devenir enseignante. Mais les factures n'attendent pas les rêves. » Michael écouta sans l'interrompre. « Je fais les matins ici, les après-midi à la librairie. Les soirs, j'aide mon petit frère à préparer ses dossiers pour la fac de médecine. Il sera un super médecin un jour. Vous avez renoncé à votre rêve pour le sien. » Elle sourit faiblement. « C'est ce que fait la famille, non ?» Michael resta longtemps silencieux. Puis il murmura. « J'avais un frère, plus jeune. Il est mort dans un accident de voiture. Personne ne s'est arrêté pour l'aider. » L'expression d'Anna s'adoucit. « Je suis désolé. C'était tout ce que j'avais, » ajouta Michael, la voix basse. « Depuis, j'ai cessé de croire aux gens. » Anna pencha la tête. « Et pourtant vous êtes là. » Il la regarda, quelque chose d'inexprimé passant entre eux. « Je crois que votre bonté a été la première chose qui m'a fait ressentir à nouveau. » Cette nuit-là, Michael ne put dormir. Il marcha dans les rues jusqu'à ce que la pluie recommence, douce et régulière. Il se retrouva devant le café après minuit. La rue était déserte, les lumières tamisées, le panneau, fermé, oscillant dans la brise. Puis il l'entendit, le léger tintement désaccordé du carillon au-dessus de la porte ou plutôt de ce qu'il en restait. Il gisait par terre, tordu, une corde arrachée, la petite cloche fêlée. Michael se rappelait vaguement l'avoir entendu lors de sa première visite, ses notes ternes marquant son arrivée. Anna lui avait dit un jour, comme ça, que c'était celui de sa mère. Il se pencha, le ramassa délicatement et le tint comme un secret fragile. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, il revint. Le café était encore fermé. Il resta sur le seuil humide, le manteau mouillé, les doigts engourdis par le froid. Avec un bout de ruban adhésif de son vieux kit de randonnée, il raccrocha le carillon à son crochet. La réparation était bancale, imparfaite, mais elle tenait. Il laissa une note pliée, coincée dans l'encadrement de la porte. Quand Anna arriva ce matin-là, elle s'arrêta net, leva les yeux vers le carillon qui oscillait doucement dans la brise, ses notes inégales dansant entre les gouttes de pluie. Elle le toucha avec révérence, puis déplia la note. Ce son m'a empêché de me perdre complètement. M. Elle resta longtemps immobile. Ses doigts se refermèrent sur le papier.
Les jours passèrent. Leurs conversations s'approfondirent. Anna parla de sa mère, de son rire qui remplissait autrefois la cuisine, de la façon dont le cancer lui avait volé la voix bien avant le corps. Michael écouta. Il parla peu de sa fortune ou de son entreprise. Il voulait qu'elle le connaisse comme un homme, pas comme un milliardaire. Et quelque part entre les tasses vides et les histoires partagées, quelque chose changea. Un soir, Anna s'assit avec lui sur les marches de derrière à la fermeture. Le ciel était peint de bleu profond et d'orange doux. « Je pense tout le temps, dit Michael, à ce que tu as fait, à comment tu m'as sauvé, pas seulement avec du sang. » Anna le regarda. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Si, répondit-il, la voix rauque. J'ai passé des années à construire des choses, à réparer des systèmes, à résoudre des problèmes, mais je ne m'étais jamais réparé moi-même. Et d'une certaine façon, une inconnue dans un café l'a fait. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Peut-être qu'on avait tous les deux besoin d'être sauvés. Michael posa doucement sa main sur la sienne. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule goutte de sang puisse ramener quelqu'un à la vie, dit-il. Mais elle l'a fait, littéralement, et à tous les autres niveaux. » Dans ce silence calme, aucun des deux ne parla plus. Pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que parfois le silence dit tout. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres dans le petit café tandis que Michael tournait son café intact. Anna essuyait le comptoir, jetant parfois un regard vers lui. Sa posture était différente, tendue mais pleine d'espoir. Enfin, il se leva et s'approcha. « Anna, commença-t-il, la voix plus basse qu'à l'accoutumée. J'ai quelque chose à te demander. Pas en tant qu'homme que tu as sauvé, pas en tant que client, mais en tant que quelqu'un qui croit que tu portes en toi ce dont le monde a le plus besoin. » Elle haussa un sourcil, mi-amusée, mi-méfiante. « Ça a l'air sérieux. » Michael hocha la tête. « Je veux créer quelque chose, une association, un réseau d'hôpitaux, de donneurs, de volontaires, un moyen pour les personnes ayant des groupes sanguins rares d'être secourues rapidement. Je veux l'appeler Life Chain. » Anna s'immobilisa, torchon figé. « Je peux le financer, poursuivit-il. Je peux m'occuper de la logistique, des partenariats, mais j'ai besoin de quelqu'un qui en comprenne le cœur. Quelqu'un qui sait ce que signifie donner, non pour une récompense, mais parce que c'est juste. » Elle le fixa, hésitant entre émotion et suspicion. « Tu veux que je t'aide à diriger ça ? Je veux que tu le construises avec moi. » Anna croisa les bras. « Tu es milliardaire, Michael. Tu vis dans des pentouzes, tu as des chauffeurs privés, tes costumes coûtent plus cher que mon loyer. Qu'est-ce que tu connais au sacrifice ? » Les mots restèrent suspendus comme un défi. Michael déglutit, le regard stable. « Je sais ce que ça fait d'avoir tout et de perdre quand même la personne qui comptait le plus. Mon frère est mort parce que l'aide n'est pas arrivée assez vite. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a essayé. J'ai vécu avec ce silence pendant des années. » Anna cligna des yeux, désarçonnée par la crudité de sa voix. « Je n'ai pas pu le sauver, » ajouta Michael. « Mais peut-être que je peux aider à sauver le frère, la mère ou l'enfant de quelqu'un d'autre. » Anna posa lentement le torchon. « Et ce n'est pas juste un projet pour redorer ton image ? Pas de presse, pas de lumière. Je te donne ma parole. Juste des gens qui s'aident entre eux. Rien d'autre. » Elle l'observa encore un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Mais à mes conditions. » Il sourit, le soulagement visible. « Cite-les. Pas d'interview, pas de gala de donateurs, pas de carte de crédit en échange de sang. On construit ça pour que ça fonctionne dans l'ombre, là où ça compte. » Michael tendit la main. Marché conclu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Anna n'avait jamais mis les pieds dans une salle de conseil, mais elle s'y retrouva face à des directeurs d'hôpitaux et des responsables des urgences. Michael lui laissait toujours la parole en premier, la soutenait toujours. Ils appelèrent le projet Life Chain. Chaque nœud du réseau suivrait les donneurs par groupe sanguin et localisation, les alertant en temps réel si quelqu'un à proximité avait besoin d'eux. Des volontaires furent formés, des hôpitaux équipés, des protocoles simplifiés, et surtout, tout était gratuit. Pas d'assurance, pas de facture, juste de l'aide. Anna se levait plus tôt, se couchait plus tard qu'elle ne l'aurait cru possible. Et Michael semblait plus vivant que jamais, non à cause de l'argent, mais parce que pour la première fois il construisait quelque chose qui ne se vendrait jamais.
Un soir, après une longue réunion, Anna et Michael étaient assis sous un pont de la ville où la première unité mobile LifeChain était en cours de préparation. Le bourdonnement des équipements, la lumière douce des LED, le bruit discret d'un travail qui avait du sens. Tu y penses parfois, demanda Anna, à comment tout aurait été différent si quelqu'un s'était arrêté pour ton frère? Michael la regarda, une tristesse douce dans les yeux. Tous les jours. Elle effleura sa main, juste un instant. Et bien maintenant, quelqu'un s'arrêtera. Et dans cet instant, entre deux personnes qui n'étaient plus des inconnus, quelque chose de plus chaud que le sang commença à circuler. Le brouhaha des conversations emplissait la modeste salle polyvalente au cœur d'une petite ville. Une des nombreuses étapes du tour de sensibilisation LifeChain. Des affiches couvraient les murs, visages de survivants et de volontaires, vraies histoires de sauvetage de dernière minute et de héros inattendus. Au centre se tenait Anna, une tasse de thé au jasmin chaud entre les mains, les yeux bienveillants mais modestes. LifeChain avait grandi plus vite que prévu. Des hôpitaux d'un bout à l'autre du pays avaient rejoint le réseau. Des dizaines de vies avaient déjà été sauvées grâce au système d'alerte donneur. Et pourtant Anna n'avait pas changé. Toujours la même serveuse qui essuyait les tables et croyait que la bonté n'était pas à vendre. Michael se tenait un peu plus loin, l'observant. Elle parlait avec une mère qui avait donné son sang après l'accident de son fils. Anna tenait les mains de la femme, écoutant de toute son âme. Quelqu'un lui demanda de dire quelques mots. Elle hésita, puis monta sur l'estrade. « Je ne suis pas là parce que je suis une héroïne », commença-t-elle. « Je suis là parce qu'un jour, quand j'avais 18 ans, quelqu'un que j'aimais avait besoin de moi et je n'ai rien fait. J'avais peur. J'ai laissé la peur décider à ma place, et il est mort. Depuis, je porte le poids de ce silence. » Elle regarda les visages autour d'elle, certains reconnaissants, d'autres en larmes. « Aujourd'hui, je fais ça non pour effacer le passé, mais pour faire la paix avec lui. Je fais ce que je peux pour qu'une autre personne n'ait jamais à ressentir ce regret. On n'a pas toujours de seconde chance, mais quand on en a une, il faut l'honorer. » La salle applaudit doucement. Anna descendit, les joues rosies, et Michael l'intercepta à mi-chemin, lui tendant une serviette en papier pour ses larmes. Ils voyagèrent ensemble de ville en ville, école, clinique, centre communautaire. Partout, Anna était accueillie non comme une célébrité, mais comme une sœur, une fille, une amie. Sa présence réconfortait d'une façon que ni l'argent ni la notoriété ne pouvaient égaler. Michael changea de manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Il cessa de porter 2 téléphones. Il arrêta le chauffeur. Sur la route, il apprit à installer les unités mobiles, à manipuler les glacières, à parler doucement aux parents terrifiés. Un matin, Anna prépara une petite théière de thé au jasmin dans une clinique en préparant des kits pour les nouveaux donneurs. Michael lisait des documents en silence à côté. Il accepta la tasse, but une gorgée et sourit. « Tu sais, avant je commençais la journée avec un triple expresso, je me brûlais la langue tous les matins. » Anna rit doucement. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je laisse infuser, » répondit-il. Des semaines plus tard, lors d'une réunion du conseil en ville, un assistant bien intentionné posa une tasse de café artisanal devant lui. Michael regarda la tasse, la repoussa doucement. « Merci. Mais j'ai trouvé quelque chose qui apaise mieux la tempête. » L'équipe resta perplexe, mais il sourit et but dans son thermos rempli de thé au jasmin. Anna le découvrit par hasard en attendant dans son bureau avant une réunion stratégie d'honneur. Elle ouvrit un placard en cherchant un stylo et tomba sur une pile de boîtes de thé au jasmin, chacune portant une note manuscrite. Sur l'une d'elles, de l'écriture nette de Michael, « Boire pour me souvenir pourquoi je me suis réveillé une seconde fois. » Son souffle se bloqua un instant. Elle ne dit rien. Lors d'une de leurs dernières visites de la saison, ils arrivèrent dans une clinique rurale juste au moment où une petite fille s'effondrait, victime d'une anémie sévère, dans les bras de son père. L'équipe réagit immédiatement. Michael coordonna avec l'hôpital. Anna s'agenouilla près de la fillette, lui tenant la main, murmurant doucement pendant que les médecins travaillaient. Les doigts de l'enfant se refermèrent autour de sa paume. Sa respiration ralentit. Quand ce fut fini et que la petite fut stabilisée, Anna sortit reprendre son souffle. Michael la suivit, l'observant à quelques mètres. « Tu l'as encore fait, » dit-il. Elle se tourna. « On l'a fait. Tous. »« Non, » répondit-il doucement. « Cette petite fille grandira grâce à tes mains. Parce que tu es resté calme,
parce que tu crois en quelque chose qui ne s'achète pas. Anna le regarda, surprise par l'émotion dans sa voix. Tu ne donnes pas seulement du sang, Anna, souffla-t-il. Tu donnes la vie à chaque fois. Elle ne répondit pas. Mais le silence entre eux était lourd de sens. Michael était entré dans cette aventure en pensant rembourser une dette. Il avait fini par comprendre que certaines dettes ne se remboursent pas. Elles se vivent. Et c'était ce qu'il faisait désormais. Vivre. Pour la première fois. La grande salle du centre-ville de Chicago brillait sous la lumière douce d'une centaine de lustres. Des rangées de chaises blanches étaient occupées par des médecins, des donneurs, des volontaires et des familles où beaucoup devaient leur vie à quelques précieuses gouttes de sang. Au fond de la salle, Anna se tenait debout, le cœur battant plus fort que jamais. Elle portait une simple robe bleue, les cheveux relevés, encore son badge de volontaire épinglé sur la poitrine. Elle ne s'attendait pas à être sous les projecteurs aujourd'hui. C'était le premier anniversaire de Life Chain. 1 an depuis qu'une goutte de sang avait changé leur de vie. Le maître de cérémonie présenta le conférencier principal. Michael Sterling monta au podium en costume gris, à la fois élégant et naturel. La salle se tut tandis que son regard balayait l'assemblée. Il y a 1 an, commença-t-il, je mourais. Pas seulement physiquement, même si c'était déjà le cas, mais plus profondément. J'étais déconnecté du monde, du sens, des gens. Je croyais au système, pas aux âmes, au contrat, pas à la bonté. Il marqua une pause. Et puis un jour, dans une ambulance, une inconnue a refusé de me laisser mourir. Elle était petite, à peine assez forte pour braver les règles hospitalières. Mais elle l'a fait. Elle a surmonté la peur, les souvenirs qui la hantaient, et elle m'a offert une seconde chance. Anna serra le programme dans ses mains. Elle baissa les yeux, les joues chaudes, ignorant où il voulait en venir. Michael continua, la voix stable mais chargée d'émotion. Cette goutte de sang a maintenu mon cœur en marche, mais ce qui a suivi a maintenu mon esprit en vie. Ses mots, son exemple, son refus d'accepter louange ou argent. Elle m'a défié de vivre non comme un survivant, mais comme quelqu'un digne d'avoir été sauvé. Il se tourna vers la salle. J'aimerais appeler quelqu'un ici aujourd'hui. Elle ne le sait pas et elle risque de m'en vouloir après, mais Anna Whittaker, voulez-vous me rejoindre? La salle se tourna. Anna se figea, les yeux écarquillés. Un volontaire la poussa doucement. Elle avança, les jambes tremblantes, jusqu'à la scène sous les applaudissements croissants. Quand elle arriva près de lui, Michael lui prit la main. « Salut » murmura-t-il. « Désolé pour l'embuscade. » Elle rit faiblement. « Tu vas le regretter si je m'évanouis. » Il rit, puis se tourna vers le micro. « Voici Anna. Certains la connaissent comme la fille qui a lancé Life Chain avec moi. D'autres comme la voix des vidéos de formation. Mais pour moi, elle est celle qui m'a sauvé la vie. Pas seulement en donnant son sang, mais en donnant tout ce qu'elle est. » Puis il recula, inspira profondément et mit un genou à terre. La salle devint parfaitement silencieuse. Michael sortit une petite boîte de velours, l'ouvrit et révéla une bague simple, élégante, ornée d'un unique saphir. « Anna, dit-il, la voix légèrement tremblante. Tu n'as peut-être pas le poids pour donner une poche entière de sang, mais ton cœur contient plus que quiconque que j'ai connu. Tu es la raison pour laquelle je me réveille chaque matin avec un but. Tu es ma seconde chance, ma lumière, ma maison. Veux-tu m'épouser? » Anna laissa échapper un souffle, les larmes jaillissant. Pendant un instant, son passé défila, la chambre d'hôpital où elle n'avait pas sauvé son meilleur ami, la culpabilité qu'elle portait depuis des années, la peur de n'être jamais assez. Mais c'était avant. Maintenant, elle était là, sur une scène, avec un homme qui voyait tout en elle et ne demandait rien d'autre que son amour. Elle s'agenouilla aussi, face à lui. Tous deux à genoux devant des centaines de témoins. « Je n'ai pas pu sauver la personne que j'aimais il y a des années, murmura-t-elle. Mais si demain je peux devenir ta femme, je sauverai chaque jour avec amour. » La salle explosa en applaudissements. Les flashs crépitèrent, non pour les tabloïds, mais pour capturer un moment de rédemption, de guérison, de vérité. Michael glissa la bague à son doigt, et ils se relevèrent ensemble, main dans la main, tandis que la bannière Life Chain se déployait derrière eux. Ce n'était jamais vraiment une histoire de sang. C'était une histoire de lien, de ces fils invisibles qui relient des inconnus par des actes de courage et de soin. Et à cet instant, Michael et Anna n'étaient plus milliardaires et serveuses, fondateurs ou bénévoles.
Ils étaient simplement deux personnes liées non par le statut, mais par une promesse faite autrefois dans le silence et désormais prononcée à voix haute, vivre l'un pour l'autre, chaque jour de leur seconde chance.